Non, ah, oui, c'est très bien. Avec ou sans micro? Sans. On va faire entre les deux. Donc c'est toujours impressionnant d'introduire un auteur. On a l'impression que quand un auteur vient de Corée, on vous annonce toujours que c'est le plus grand auteur de sa génération. Et bien ce soir, c'est vrai. C'est extrêmement impressionnant pour nous. Et j'espère que ça le sera pour vous aussi à la fin de cette soirée. Il s'est passé dans les années 70 quelque chose d'assez rare et d'étonnant en Corée. C'est l'émergence d'une véritable génération. Ça n'arrive pas si souvent dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire du théâtre. On peut comparer ça à l'époque élisabéthaine en Angleterre, à l'époque classique au XVIIe siècle en France, au romantisme allemand. Il n'y en a pas tant que ça. Et en Corée, ça s'est produit dans les années 70. Et Ho Tae-seok est très vite apparu comme le fer de lance de cette génération. Et il a poursuivi, continué, et il est toujours là, et bien vivant, la preuve. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le théâtre coréen? Et vous aurez raison de me poser cette question. Ça va sans micro, si je m'avance? C'est bon au fond? Qu'est-ce que le théâtre coréen? Je vous remercie de me poser cette question, qui est très intéressante, parce qu'effectivement, elle est problématique. C'est quoi le théâtre coréen? Le premier théâtre, au sens d'un théâtre, c'est-à-dire une pièce en dur avec une scène, une salle et un toit, date de 1902 à Séoul. Alors vous allez me dire, avant, il y avait quoi? Il n'y avait pas de théâtre. Alors il n'y avait pas de théâtre au sens occidental du terme, au sens occidental moderne. Il y avait quoi avant? Avant, il y avait un paysage d'une richesse exceptionnelle qui était un théâtre de saltimbanques, des représentations de rue, des représentations dans les foires, mais aussi très vite des représentations dans les foires qui sont montées jusqu'à la capitale, où on donnait des grandes représentations à la cour royale. Mais c'était quoi? C'était des files de ferristes, des raconteurs d'histoires drôles, des chanteurs d'histoires, des danseurs masqués, du théâtre. Alors, est-ce que c'est du théâtre joué, du théâtre dit? Rappelez-vous qu'à l'époque, on ne savait pas écrire un poème si on ne le chantait pas. Donc tout était d'une certaine manière scénique. Le théâtre, le chant, la danse était une sorte de grande unité et il n'y avait pas de notion d'auteur. Le genre qui a surgi du XVIIe, XVIIIe, XIXe jusqu'à devenir le plus emblématique de la Corée, c'est le pansori. Le pansori ne peut pas être considéré comme du théâtre occidental, même si aujourd'hui il se joue sur une scène. Qu'est-ce qui reste de toute cette richesse théâtrale? Il reste une tradition, il reste ce qu'on appelle un théâtre traditionnel, folklorique. Bon, il suffit d'être allé à la Maison des Cultures du Monde pour voir ce qui est présenté de ce théâtre dit folklorique, pour voir qu'il s'agit tout simplement de patrimoine extrêmement vivant qui continue à se transmettre et qui s'est transmis au XXe siècle, après 1902 et l'invention du théâtre en dur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce théâtre en dur? Ben, on fait du théâtre. On fait du théâtre, et sans vous faire un cours d'histoire de la Corée, parce que la plupart d'entre vous connaissent, le théâtre à l'occidental qui va être présenté en Corée à partir du début du XXe siècle est un théâtre à l'usage de la nouvelle bourgeoisie qui veut moderniser un peu la Corée. Toutes ces histoires de saltimbanques, de danseurs de cordes et de théâtre masqué, c'est quand même un peu rural, c'est quand même un peu plouc, et ça n'est pas à la hauteur de la Corée moderne que le Japon veut faire, puisque je vous rappelle que la Corée, quand on va dans le dictionnaire des années 10, 20, 30, 40, c'est Corée, voire Japon. Annexion. Donc on fait le théâtre qui doit plaire aux Japonais, qui sont censément les représentants de la modernité, et la modernité artistique. Alors c'est un théâtre bourgeois, comme on dirait, un théâtre de divertissement, un théâtre classique avec les quatre murs, un théâtre inspiré de l'Occident, et ça va se développer comme ça tout au long du XXe siècle. Ce théâtre est à la fois du théâtre de divertissement pour plaire aux classes dominantes, on va dire, les Japonais jusqu'en 1945, mais ensuite il y a toute une bourgeoisie moderne qui va, avec une certaine énergie, et une énergie avec casquette et galon, entraîner la Corée vers l'enrichissement. Donc il y a un théâtre de divertissement, un théâtre de boulevard, si vous voulez. Et puis, en même temps, le théâtre a toujours été pour les jeunes générations, pour les jeunes gens, la scène a toujours été un lieu de revendication. Très tôt, les indépendantistes coréens, les résistants coréens ont utilisé le théâtre
pour faire passer des messages. Le théâtre était un lieu où on pouvait faire passer des messages, même si c'était du théâtre à l'occidental. Alors ça va donner une admiration pour des auteurs dont vous avez tous certainement oublié, comme Armand Salacrou par exemple, ou des auteurs comme ça, disons ce théâtre qui est à la fois un théâtre traditionnel mais de gauche, le théâtre de Sartre par exemple. Et vous allez avoir dans les années 50-60 une évolution de la gauche coréenne de résistance qui n'a pas le droit de lire du Brecht, qui n'a pas le droit de monter du Brecht, mais qui va le voir aux États-Unis, en Angleterre, ils voyagent, ils circulent ces jeunes gens. Et on va avoir un théâtre brechtien qui va commencer à rentrer, c'est-à-dire que les codes du théâtre à l'occidental coréen vont commencer à être travaillés de l'intérieur par des auteurs comme Lee Gun-sam, dont la pièce À la soupe, pour ceux qui étaient là l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, on l'avait présenté ici même, qui était vraiment une pièce des années 60, une pièce très étonnante, une adaptation brechtienne du théâtre coréen. Et puis, tout d'un coup, par ces hasards de l'histoire qui font qu'une société bouge, évolue et que tout d'un coup, toutes les conditions sont réunies pour qu'une nouvelle génération apparaisse, on a cette génération qu'on pourrait dire à l'anglaise des jeunes gens en colère, les Angry Young Men, mais ils sont Korean Angry Young Men, et ça va être cette génération qui va faire sauter tous les codes du théâtre traditionnel en bénéficiant de cet acquis, mais pour imposer un nouveau type de scène, un nouveau type de rapport au public, un nouveau type de manière de raconter les histoires. Et Otesoc va se retrouver au cœur de tous ces dispositifs, et pratiquement le premier à chaque fois. C'est dès 67, il est reconnu comme auteur pour ses premières pièces. Dès les années 70-80, il a quoi, 30-40 ans 30 ans, il fait partie de cette génération qui vont être des auteurs, et je peux vous dire que c'est des sacrés auteurs, vous allez avoir l'occasion de vous en apercevoir, c'est des sacrés écrivains, mais aussi, et sans qu'on puisse faire la séparation, des metteurs en scène, des directeurs d'acteurs, des directeurs de troupes, des directeurs de salles, c'est-à-dire qui vont gérer toute la production du spectacle autour d'eux, autour de leur énergie. Et ça va donner toute cette génération, plus de 100 spectacles, à lui tout seul, 100 spectacles de différents auteurs, dont au moins une 50aine ou 60 pièces de lui, on ne sait même plus. Il gère sa publication. Il n'est jamais venu en France avec ses spectacles, malheureusement. Il fait partie, cela dit, les troupes coréennes qui sont venues en France avec leurs spectacles sont quand même assez rares. Mais en ce qui concerne Otesoc et sa troupe, il n'est jamais venu en France. Donc il faut vraiment profiter de l'occasion, et c'est pour ça qu'on est très fiers de vous le présenter, de vous le faire découvrir, pour la plupart d'entre vous, je suppose. Et la soirée va se dérouler de la manière qui suit. On va passer un film de 10 minutes qui va vous présenter, parce que les images vaudront mieux que mon long discours. Ensuite, on lui posera 2-3 questions pour qu'on puisse commencer à prendre contact avec lui. En deuxième partie, enchaînée, on va procéder à la lecture, puisqu'on a la chance d'avoir une metteur en scène parmi nous et des comédiens qui nous font l'amitié de venir soutenir la troupe, c'est le cas de le dire. Vous allez avoir la lecture de 3 extraits des rarissimes pièces traduites en français d'Otesoc. En particulier, ça se terminera par la lecture de La Mer, puisque c'est un peu le prétexte, vu que ce spectacle a été joué et va encore être joué l'année prochaine. Donc, pour démarrer, je vous propose que nous regardions ensemble une petite vidéo de 10 minutes qui a été faite pour les USA et qui est en allemand, en coréen, sous-titré anglais, mais comme on a pitié de vous, le texte français sera lu par nos 2 camarades. Voici un artiste qui a dédié sa vie à la scène. Pendant des décennies, il a exploré de nouvelles possibilités dans les arts scéniques en créant son propre style de pièce. Nous rendons hommage à son œuvre en lui dédiant ce programme. Also es ist ungefähr 10 Jahre her, dass La première fois que j'ai vu une pièce
pièce d'Otesoc, c'était il y a 10 ans. Et Pourtant, pourtant, je me souviens très bien à quel point j'étais surpris et fasciné. Même si on ne parle pas coréen, on comprend beaucoup de choses dans ces pièces. En effet, une grande partie de son message passe par les expressions du visage et les gestes des acteurs. Je pense qu'Otesoc est très exigeant avec ses acteurs. L'essence du théâtre d'Otesoc réside dans la façon qu'il a d'étendre le temps et l'espace à l'intérieur des frontières du théâtre. Au lieu d'être confiné dans un cadre ordonné, l'espace et le temps deviennent illimités. Je ne pense pas que cela serait bizarre pour un public occidental. D'ailleurs, ce théâtre s'apparente au théâtre médiéval européen. Parmi les méthodes d'Otesoc, on trouve des éléments du théâtre épique et parfois des éléments très réalistes. On combine tous ces éléments et les reconstruit dans un nouvel ordre artistique. En d'autres termes, sa méthode est fondée sur une conception expérimentale, très avant-gardiste du temps et de l'espace. Le théâtre visuel, à proprement parler, consiste à faire participer le public, qui ne doit pas se contenter de regarder la pièce. Pour cela, j'omets certains éléments afin d'amener le public à réfléchir pour comprendre ce qui se passe. Dans l'idéal, le public collabore avec moi et me donne parfois des idées nouvelles auxquelles je n'avais pas pensé. Ainsi, je ne crée que la moitié d'une pièce et l'autre moitié est créée par le public. C'est là que le théâtre devient amusant. Le public doit interférer avec ce qui se passe sur scène. Le public rend l'expérience plus enrichissante et plus agréable en utilisant son imagination plutôt que de se contenter de regarder simplement ce qui se passe sur scène. Lorsque je fais un pas comme ça signifie que j'ai marché 10 km ou que j'ai grimpé en haut d'une colline. Ça ne prend que quelques secondes de franchir une colline. Si je fais un saut comme ça signifie que j'ai franchi une montagne. Le public comprend alors que j'ai franchi une montagne. Il peut facilement se rendre compte que ce que nous faisons sert à donner un ordre de grandeur. C'est amusant car il est avec nous. Dans le théâtre occidental, ça peut prendre plusieurs heures de grimper en haut d'une montagne. Il faut changer les décors, etc. N'est-ce pas? Mais dans notre théâtre, un pas comme ceci, et hop, on est arrivé au sommet d'une colline. Tout cela, nous le faisons avec le public. En parlant de l'utilisation de l'espace, dans le Pansori, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un simple tapis. Le chanteur de Pansori, qui se tient dessus, chante 9 heures d'affilée. Le chanteur peut voyager d'un village sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, jusqu'à la région de Séoul, en 2 pas sur ce tapis. Ainsi, il peut utiliser son espace librement, diviser l'espace, le réorganiser, l'agrandir, le réduire à nouveau. Je trouve cet usage de l'espace du temps remarquable. Ce qui bouge rapidement dans la vie de tous les jours peut aller lentement. Et quelque chose qui passe doucement peut bouger très rapidement. Comment pourrais-je le décrire? Les expériences quotidiennes sont mises sans dessus-dessous, présentées d'une manière inattendue. Et la spontanéité se mêle aux omissions. Et quand tous ces éléments sont utilisés en même temps, cela peut semer la confusion dans les esprits.
Notre modèle rythmé coréen le montre bien. Si on suit le rythme dans une direction, on se met tout à coup à partir dans une autre direction. On pense qu'il arrive de ce côté, alors on danse comme ci, comme ça, partout. Ça permet d'ouvrir son corps comme ceci. Le corps se relâche naturellement, les 360 os du corps se mettent à danser spontanément. Il s'agit d'une construction délibérée qui fait soigneusement appel à l'inattendu. Son théâtre est imprévisible. On ne sait pas quelle direction il va prendre, mais on sait tous pertinemment comment l'histoire va finir. Toutefois, le processus qui mène à cette fin emprunte des chemins inconnus. Et c'est là où ça devient très intéressant. Il utilise des accessoires et des décors qui ne vont pas avec l'environnement, à tel point qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de place sur scène. Et pourtant, tout va si bien ensemble avec les couleurs, le ton et le jeu des acteurs. Tout se mélange si naturellement. Toutes ces choses, ces événements qui ont lieu sans arrêt et sans qu'on s'y attende, nous invitent à nous plonger dans. N'est-ce pas tout cela qui rend le théâtre attirant pour un public jeune? I think mainly there's something visually attractive about his work. Il y a quelque chose de visuellement attirant dans ces pièces. Il est capable d'utiliser beaucoup d'acteurs, en général à peu près une vingtaine. Voir toutes ces personnes créer ces superbes images sur scène est très agréable à regarder. Ces productions sont toujours divertissantes, comme un type de théâtre populaire, mais elles ne sont jamais triviales. Il utilise énormément d'éléments de la culture coréenne traditionnelle dans ses performances, mais pas seulement pour le folklore. Son théâtre se concentre au présent et il est aussi très politique. Cependant, ces personnages sont toujours liés aux événements tragiques du passé de l'histoire coréenne. Je pense que Maître Oteseok est comme une sorte de filtre artistique. Quand on décompose son œuvre, on trouve du Shakespeare, du Brecht, du théâtre traditionnel coréen, et même des éléments du théâtre traditionnel d'autres pays asiatiques. Cela signifie que son œuvre contient des performances du monde entier, et on peut même y trouver des éléments du cinéma, du film. Tous ces éléments passent par le filtre artistique d'Oteseok, pour ensuite être reconstruits dans un nouvel ordre théâtral. Oteseok est un artiste qui utilise librement les images et il est considéré comme étant l'un des artistes les plus importants de toute la Corée. Ces pièces projettent en continu différentes images au public qui sont fondées sur la nature humaine. Ainsi, elles parviennent toujours à capter l'attention du public. Je pense que c'est pour cette raison que son œuvre connaît un tel succès parmi les jeunes et dans le monde entier. Il y a beaucoup de metteurs en scène dans le monde qui savent interpréter et diriger les œuvres de Mozart. Et il y en aura encore davantage à l'avenir. Mais seuls les contemporains de Mozart ont eu le privilège de le voir diriger ses propres œuvres. C'est pourquoi je pense que cela sera un honneur et un privilège pour nous d'assister en personne à la performance d'Oteseok dirigée par lui-même.
Donnez-nous le texte, on vous en supplie, on vous fait le surtitrage, donnez-le nous. Ils nous l'ont donné, on a fait le surtitrage comme on a pu à Paris, et c'était notre première grande aventure avec le théâtre moderne coréen, avec le surtitrage et la traduction. Nous avons traduit cette pièce dans notre cuisine et publié à 25 exemplaires vendus uniquement le soir du spectacle. Ceux qui parmi vous en ont un exemplaire, gardez-le pieusement, ça va être collector, à mon avis. Ensuite, vous allez avoir un extrait d'une autre pièce qui est la pièce la plus célèbre d'Otessa. C'est celle qui a été traduite par Ime Gyong et Cathy Rapin, qui est dans l'anthologie de théâtre parue en 2000. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment, vous allez ressentir les choses, je n'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus, vous allez voir. Et enfin, on finira par une lecture un peu plus développée, parce que le spectacle vient d'être monté, mais ça sera une version en lecture, hein, pas une version spectacle, de La Mère, qui est, pour moi, un des plus beaux monologues de femmes dans l'histoire du théâtre. C'est un peu le sentiment des comédiennes coréennes aussi qui se battent pour le jouer. Et donc c'est la première, grâce à Shin Milan et à Elisabeth, c'est la première fois qu'une pièce, non seulement d'Otesok mais coréenne, est jouée en français en France. On n'est pas peu fiers. Mais il va falloir que ça se développe. Et donc, puisqu'on a traduit Tertre, puisqu'on a traduit La Mer, eh ben, je pense que nous allons assez prochainement publier un recueil de traduction des pièces d'Otesok qui seront trouvables en librairie. Voilà. Donc les premiers extraits que nous allons vous lire sont de Tertre. C'est une pièce de 1973. Le titre fait référence au monticule qui représente l'île. Et le thème est toujours d'actualité. Une pollution menace l'île et va amener la disparition de la population qui vivait jusque-là dans l'harmonie et la disparition d'un ancien ordre social qui va jusqu'au départ de l'île. Évidemment, donc, ça illustre des déchirures entre tradition et modernité. Pour ça, la pièce emprunte aussi au fond de culture et de représentation chamanique, des cérémonies chamaniques. Voilà, et donc il y a une grande variété de registres d'écriture, c'est ce qui nous a touché tout de suite et qu'on a envie d'essayer de vous faire partager et découvrir. Voilà. Des pêcheurs font leur entrée, portant un semblant de cercueil fait de filets de pêche enroulés. Ma douleur, je l'ai confiée au fil de l'eau qui fuit, au vent qui vole au loin. Hélas, ainsi c'est moi qui fuis et vole. Mon verre s'est brisé, comme on brise une perle, comme mon cœur brisé. Hélas, hélas, seuls les oies sauvages n'ont pas pitié de moi. Mon seul amour est mort, et suis allé si loin pour l'enterrer, qu'au chemin du retour, tous les oiseaux en vol pleurent en me suivant. Les pêcheurs se regroupent, ils déposent leurs filets en tas et vont se mettre à l'écart. C'était inévitable. Autrefois, toute l'île était bordée par d'immenses champs d'algues et d'excellentes algues. Depuis la fin de l'année dernière, apportée par les courants marins, une effroyable pollution a ravagé nos côtes, détruisant toutes nos algues et nous rendant impossible le moindre espoir de récolte. Plus une souche d'algues qui ne fut pourrie. C'est la fin. Les jours de notre île sont comptés. L'homme pur. Alors, il faut nous préparer à partir. Mais cette nuit, un grand malheur a eu lieu. Le corps d'une vieille dame a été dérobé avant que nous n'ayons pu procéder aux funérailles. Tant qu'on n'aura pas retrouvé ce corps, il est impossible de quitter l'île. Quiconque tenterait de partir en fraude serait aussitôt inculpé pour dissimulation de cadavre. Interdiction à tout être vivant, homme ou oiseau, de quitter l'île.
C'est la loi. Tant qu'on n'aura pas retrouvé le corps. Les algues! Puisqu'on dit que les algues pourrissent, est-ce que vous l'auriez oublié? Cette île est régie par une loi. Les 4 garçons poussent des cris de souffrance. Pensez-vous pouvoir retrouver le corps? Le brouillard est si dense, à ce qu'on dirait qu'ils vous interdisent de me reconnaître. Et pourtant, je n'ai guère changé en 5 ans, depuis que je suis devenu le premier et le seul des habitants de l'île qui ait réussi à la quitter. Oui, c'est moi, le matricule 1970, à qui il reste encore 3 ans et 7 mois à tirer en prison. La loi m'a privé de mon nom, mais elle me devait ces 3 jours pour deuil. J'ai simplement demandé à mon garde de bien vouloir me confier son costume et son rôle pour le temps que je serai sur ma terre natale. Mais la malchance me poursuit. J'arrive sur l'île, les algues se mettent à pourrir, on vole le corps de ma mère. En plus, on me brandit la menace de la loi. Il y a 5 ans, un marin a été assassiné. Et j'ai été envoyé à la Grande Terre, en application de la loi de l'île, puisque j'étais l'assassin. Le seul moyen que j'avais de quitter l'île, devenir un assassin. Ainsi, la loi protégeait-elle notre île, en chassant impitoyablement les criminels. De même qu'aujourd'hui, elle protège l'île en chassant les habitants. Quoi qu'il arrive, la loi, toujours, doit punir les criminels, et toujours doit protéger l'île. Oh, vous tous, habitants de cette île, vous vous devez de vivre dans le respect de la loi. Votre chef et moi, nous allons vous y aider. Sort l'homme pur, puis l'homme sage. Les 3 garçons empoignent leurs lourds filets de pêche. Suivis des 4 garçons, tous se rapprochent et s'enhardissent. Quelle horreur! Sortir les corps des tertres et puis les brûler! Les algues pourrissent. Les 3 garçons déroulent leurs filets. Pourquoi êtes-vous là? Pour notre oncle. Que voulez-vous faire? Nous voulons l'emmener dans le bateau. Sinon, autant le jeter à la mer tout de suite, plutôt que de le voir brûler. Vous êtes devenu fou! Vous voulez le jeter à la mer? Allonge-toi dans l'herbe folle, sur la montagne où il tombe. Le liseron t'enroulera. Tu franchiras l'ultime seuil. Approche-toi doucement. Alors tu entendras ni l'iri, ni l'iri. L'âme s'envole. Elle se prendra dans nos filets si dans la mer, l'âme s'envole. Si les fantômes te sourient, et si les fleurs poussent en hiver, alors tu es au paradis. Tu t'approches, tu t'approches. Écoute bien. C'est le paradis. Approche-toi, doucement, tout doucement, et tu entendras ni liri, ni liri. La douce revient en courant. La douce. Il n'est nulle part, aucune trace non plus du gardien. Est-ce que vous allez enfin faire quelque chose? Je suis sûre qu'il est arrivé un événement très grave. Vous m'entendez? Aucune trace non plus du gardien. Retrouvez-le-moi. Nous, c'est un cadavre qu'on veut retrouver. Un cadavre? Celui de la grand-mère? Mais puisque c'est moi qui l'ai caché, je l'ai juste mis à l'abri pour que personne ne le brûle. Il est enfoui sous les champs d'algues. Brûler des corps, ça ne se fait pas. Ce ne sont pas les lois de l'île. Alors moi, je l'ai laissé dans la mer. Je l'ai caché parce que je ne voulais pas que vous partiez tous. Les algues, elles pourrissent. Écoutez-moi. Le corps de la grand-mère, j'irai le pêcher.
et l'on ira sur la grande terre. On ira, même si ça fait peur. Le corps, je le pêcherai. Mais vous, vous devez me retrouver le gardien. On a fait l'amour. Retrouvez-le-moi. Où faut-il aller? Aux embarcations. Il faut aller à la grande terre. Le cadavre, on l'a trouvé. Allons, dépêchons-nous. Et le gardien, on l'a trouvé. Prisonnier matricule 1970. Sors de ce perte. Entre l'homme pur. Où allez-vous d'un si bon pas? Aux embarcations. Le cadavre, on l'a trouvé. Où ça? Enfoui dans un champ d'algues. Tous unis, une seule famille. Un meurtre a été commis. Que personne ne bouge. Retrouvez-moi le corps du gardien. Qu'est-ce que vous en avez fait? On a tué le compagnon, c'est effroyable. Qui a fait ça? Personne ne bouge d'ici tant qu'on n'aura pas résolu cette affaire. Interdit à qui que ce soit, homme ou oiseau, de quitter l'île. Ainsi le veut notre loi. L'homme pur. Plutôt que de chercher en vain le corps de ma mère, il valait mieux que je tente de sauver mes parents. Et pour cela, que je tue l'homme venu de la grande terre. Oui, de mes propres mains, celui qui veillait sur moi, je l'ai tué. Depuis quand notre loi est-elle si sanglante? C'était un 4 décembre, dans l'année de Kiaï. Le sang appelle sur nous le malheur. Le sang appelle le sang. Alors maintenant, on va vous interpréter un petit extrait de la bicyclette. Vous lire. C'est juste. Donc une pièce écrite en 1984. La bicyclette, en référence à la bicyclette que pousse le personnage principal sur une route de nuit, où il fait plusieurs rencontres. Donc voilà, des rencontres plus concrètes, vont nous parler, vont évoquer les difficultés de la Corée moderne, et d'autres plus oniriques, plus fantastiques, vont faire apparaître les fantômes d'un passé plus douloureux. Au croisement des trois routes, on voit des toilettes improvisées par des paysans, avec des nattes de jonc installées en forme de quadrilatère, ouvertes d'un côté, ne pouvant cacher que la partie inférieure du corps. Le docteur Han, comme s'il était vivant, est accroupi dans les toilettes, en habit traditionnel blanc. Il ne montre que sa tête. En raison du brouillard qui rase le sol, on a l'impression qu'il est dans l'eau jusqu'au cou, comme en train de se laver. Docteur Han. Vous avez du feu? Le secrétaire Yoon regarde autour de lui et descend de son vélo. Il tend l'oreille. À ce moment-là, le secrétaire Yoon est un peu désemparé. Ses gestes sont désordonnés parce qu'il ne peut pas évaluer la distance, ni s'orienter par rapport à son interlocuteur. Vous avez du feu? Hein? C'est moi. Moi. Qui? Vous pouvez me donner du feu? Hein? J'en cherche. Aïe, ça brûle! Mais il est sous! Pourquoi vous grattez tout le temps des allumettes? Ces jours-ci, mon ami,
Vous buvez trop. Si vous continuez comme ça, vous aurez des problèmes en prenant de l'âge. Elle est allumée? Oui. Bon, je m'en vais. Vous êtes le petit-fils de Serhan? Comment connaissez-vous mon grand-père? Serhan, il est mort à bicyclette, dans le barrage de Subaim, en rentrant en pleine nuit de chez sa deuxième femme, celle qui habitait dans la commune. Sur ce vélo, vous lui ressemblez. C'est tout à fait lui. Qui êtes-vous? Tiens, Serhan arrive. À cet instant, on voit le grand-père du secrétaire Youn en tenue japonaise, comme s'il était vivant. Tous ses gestes sont typiquement japonais. Eh mon vieux Serhan, c'est moi, Anchobok de Pangyo. Tu te rappelles de la salle de garde du poste de police, la nuit du 17 septembre 1937? Eh, on ne doit pas s'amuser avec la vie des autres. Attrapez-le! Dans le vide, les mouvements de danse des fantômes de Han et du grand-père se suivent, puis ils disparaissent. Debout, à l'écart, le secrétaire Youn les regarde. Il tire son vélo. En venant du canton, il y a une berge qu'on appelle Yosubem. Quand l'eau monte, elle n'arrive qu'à la hauteur de la poitrine. On m'a dit que mon grand-père était mort là-bas, tout droit sur son vélo. Je ne sais pas. Comme il était policier, sous l'occupation japonaise, il a pu éveiller des ressentiments. En tout cas, c'est à cause de quelque chose comme ça qu'il est mort. Le secrétaire Youn tire son vélo. Derrière lui, son oncle marche, ivre, psalmodiant une liste de noms, une lampe à huile dans une main, et dans l'autre, des navets. Sa déclamation continue. L'oncle, il titube et tombe. Aujourd'hui, je vais mourir. Vous savez, tout à l'heure, j'ai rencontré mon défunt grand-père, mort sous l'occupation japonaise. J'ai l'impression qu'il vient voir son fils, car aujourd'hui, c'est le culte des ancêtres. Allons, rentrons à la maison. On va assister à cette rencontre entre mon grand-père et mon père. Ils vont être drôlement contents de se revoir, hein? Pas moi. Je ne peux pas voir ton père avec cette tête-là. Allons, l'incendie du cadastre, ça fait 30 ans. Maintenant, il faut oublier. Jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer ça? Vous allez vous lacérer le visage et vous couvrir de sang à perpétuité? Qu'est-ce que vous avez fait de si grave? Tu as raison, Sibok. Mais aujourd'hui, je vais aller mourir au cadastre. Mais eux, s'ils sont morts, vous êtes malgré tout en vie. Et vous devez bien vivre. Et alors, cette nuit, ils pourront être en paix. Vous ne pensez pas? Yu Shonghan, Kim Ki-chung, Yi Bong-sok, Chong Chuk-sik. Voyons, vous croyez que si vous appelez les morts, ils vont revivre? Ça suffit, à la fin, on en a marre. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Aïe, ça brûle. Aïe, ça brûle. Il se lève et marche en continuant ses invocations. Bon, mettez le feu et allez crever au cadastre. Je ne veux plus vous voir. Ne revenez plus. Qu'il y ait ou non cette cérémonie, je vais tout foutre en l'air. Oui, je vous entends. À partir d'aujourd'hui, je vais bazarder cette cérémonie du cadastre. Tout ce maudit fourbi. Mon père est mort brûlé. Après tout, moi aussi, j'ai des sentiments. Il se croit seul au monde. Merde! Il enfourche son vélo et s'en va. On entend le bruit des roues et les psalmodies de l'eau. La colline Sintulme. Dans l'obscurité, la deuxième fille de la maison de loi, celle qui s'était sauvée, apparaît. Elle attrape brusquement le porte-bagages du secrétaire Youn. Elle reste immobile, comme un élément signifiant du décor. Une enfant qui accomplirait une tâche
à la place de quelqu'un. Ses traits semblent s'être figés dans un état de stupeur. On dirait que le secrétaire Youn fait preuve d'une grande patience pour l'écouter. Secrétaire Youn. Où est-ce que tu étais? Là-haut, Là-haut. sur la tombe. Le secrétaire Youn met son vélo sur la béquille et du porte-bagages prend 2 bougies données par le lépreux Solmé. Il enroule du papier sorti d'un sac en plastique et les allume avec. D'un bout de ficelle, il les attache ensuite d'une façon légèrement oblique, à la roue avant, de chaque côté du moyeu. Les flammes dansent, provocantes. La petite fille les regarde hypnotisée. Le secrétaire Youn la prend dans ses bras et l'assoit sur le porte-bagages. Bon, ne t'inquiète pas pour ton père, je vais lui parler. Tu sais, il y a longtemps, il y a eu une grande guerre. Un soldat de chez nous, après la victoire, est rentré chez lui à bicyclette, par le champ Sengbe, avec 2 drapeaux qui flottaient de chaque côté. Et puis, on dit qu'il a crié comme ça, « Me voilà, je suis vivant !» Nous, on n'a pas de drapeau, mais allons-y, avec les flammes de ces bougies. Hé, hey, toi aussi, crie pour voir. Allez! Me voilà! Me voilà! À ce moment-là, elle pousse un cri de surprise, descend du vélo et tire le bras du secrétaire Youn, comme si elle tirait sur une corde. Vite! On s'en va! Quelqu'un arrive! Qu'est-ce que tu as? Quelqu'un arrive! Quelqu'un arrive! Quoi? Où? Qui arrive? Là-bas! Il arrive! En poussant des cris de terreur, elle mord la main du secrétaire Youn et disparaît dans l'obscurité. Il la poursuit. La lecture s'organise avec micro. Donc la mer, le début. La femme est assise par terre, devant une planche à laver, sur laquelle sont disposées des feuilles de papier blanc d'un format suffisant pour lui couvrir le visage. Un bol empli de colle avec un pinceau sont à côté. On voit également un baquet en bois rempli d'eau, avec, flottant, renversé à la surface, une de ces calebasses qui servent de soutien aux femmes plongeuses lorsqu'elles remontent à la surface et produisent, si on les frappe ainsi, le son d'un tambour à eau. La femme trempe le pinceau dans la colle et va enduire au fur et à mesure une face des feuilles de papier. Elle le fait avec autant de soin
C'était sa première permission, depuis qu'il était parti à l'armée l'année dernière, et j'avais rien pour le nourrir. Je voulais lui préparer une bonne soupe mijotée avec de la viande. Je suis allée ramasser 3 brassées d'algues et je suis allée les vendre. Les algues, c'est dans le champ communal qu'on les cultive. On n'a pas le droit de prendre plus d'une brassée à la fois. En plus, elles n'étaient pas encore mûres. C'était interdit d'y toucher. C'était plus fort que moi, et j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Mais après, j'ai eu tellement peur que dès le lendemain, je me suis précipitée chez le maire pour avouer. Je lui ai tout dit, que je méritais bien la punition, celle qu'on vous flanque dans ces cas-là de par chez nous. J'ai dit que la punition, c'était d'accord. Mais pour mon enfant qui repart tout bientôt à la caserne, j'ai demandé un sursis jusqu'à ce qu'il soit reparti. On me l'a accordé. Mais les gens du village, ce qui s'était passé, ils l'ont su tout de suite. Du coup, la punition, on me l'a flanquée le soir même. Alors, il a assisté à toute la punition. Elle pose sur sa paume une feuille de papier dont la surface est enduite de colle et l'applique sur son visage, comme si une force extérieure guidait son bras. Elle enduit de colle la surface d'une autre feuille et se l'applique à nouveau sur la totalité du visage, par-dessus la première. En proie à la souffrance de l'étouffement, elle pousse des cris rageurs. Elle continue imperturbablement son rituel. Elle hurle des lambeaux de phrases chaque fois que la force de ses cris parvient à déchiqueter le papier à la hauteur de sa bouche. Mon bébé, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, regarde pas ça. Ta mère, son métier, c'est la plongée, elle peut tenir. Faut pas rester là, hé! Pauvre gosse. À peine il était au monde, il n'a pas pu boire mon lait. C'est pour ça qu'il n'a jamais réussi à s'épanouir. J'avais que la plongée pour vivre, et puis j'ai eu ce gosse. On n'était que nous deux au monde, lui et moi. Alors moi, j'allais plonger en mer, et lui, pendu à la poutre par ses langes. Je rentrais soleil couché. Le gosse, il n'en pouvait plus. Je lui fourrais mes seins dans la bouche. Il n'avait même pas la force de téter. Elle continue d'enduire des feuilles de colle et de se les appliquer sur le visage. Elle se tord de douleur, l'arrache par lambeaux le papier qui lui obture la bouche. Ensuite, elle attire contre elle le baquet rempli d'eau et entreprend de frapper en rythme la calebasse renversée comme on le ferait d'un tambour d'eau, accompagnant une mélopée parlée, chantée, déploration sur la destinée des mères et des fils. Ma pauvre mère m'a mise au monde. Ni le soleil, non plus la lune n'étaient présents. Quel est ce monde où elle m'a mise?
Je la serrais comme ça contre ma poitrine. Je suivais ma mère, j'avais 16 ans. Elle allait m'apprendre la pêche en plongée. À 17 ans, même pas de noces, on me flanque un mari. 4 jours après, il part en mer sur un bateau et il se noie. À 18 ans, j'avais ce gosse. C'est pour lui que je me suis cramponnée à la vie. Mais à présent, qu'il m'a vue dans cet état, je vous en supplie, pour moi comme pour lui, la mère et l'enfant, ayez pitié de nous. Cherche à tâtons le pinceau, enduit de colle une nouvelle feuille et se l'applique sur le visage. Elle enduit de colle une nouvelle feuille et se l'applique sur le visage. Son corps se tord de souffrance. Elle tâtonne pour retrouver la calebasse. Elle la frappe en rythme comme on le ferait d'un tambour d'eau. Son corps se tord de souffrance. Elle serre la calebasse contre sa poitrine et la frappe comme si elle se frappait la poitrine. Elle se lève péniblement, sans cesser de frapper la calebasse. Elle chancelle, elle tombe avec la calebasse. La calebasse se fend. De la calebasse s'écoule un long morceau de soie tout entortillonné. On dirait des intestins. Elle se redresse, bien droite, et décolle avec le sérieux d'une jeune mariée se fardant face au miroir, toutes les feuilles collées sur son visage. Moi, quand j'étais jeune, je plongeais à des plus de 20 bras jusqu'au fond de la mer. Il pouvait y avoir des vagues hautes comme les montagnes. Ça ne m'empêchait pas d'aller les pêcher, les ormeaux. En ce temps-là, sûr que je ne me serais pas évanouie pour des bêtises pareilles. Mais là, voilà, je me suis évanouie. J'ai pas pu voir le visage de mon fils qui est reparti à l'armée le lendemain. Ça m'a fait un drôle de froissement dans le cœur de l'avoir laissé repartir comme ça. J'allais même plus plonger. Je restais couchée toute la journée. Et puis, un beau matin, quel bonheur, mon enfant me donnait de ses nouvelles. Au loin pleure une pie. Elle ramasse la soie qui s'est répandue de la calebasse et se lève. De la soie? Vous vous rendez compte? Il avait peur que sa mère se fasse du souci pour lui. Alors il lui envoie de la soie. Regarde-moi ça un peu, ce plaisir. C'est comme si je te voyais en face de moi. Elle place la soie sur ses épaules, qu'elle bouge en dansant. Hey! Hey! Une demoiselle là-bas qui cueille des mûres. Les cheveux tressés, elle a un joli ruban. Est-il en satin ou est-il en soie? S'il est en satin, qu'est-ce que ça peut faire? Et s'il est en soie, qu'est-ce que ça nous fera? Elle interrompt sa danse et s'approche de la calebasse, dont elle sort une lettre qu'elle lit. 어머니, Ma chère mère, 기러기는 꽃이 피는 봄철을 버리고 떠난대요.
lorsque s'enfuient les oies sauvages, elles abandonnent le printemps aux tendres fleurs qui s'épanouissent. Cette pensée l'attriste. Avec la lettre, il y a la photo d'une jeune fille. Qu'il me fait peur, mon enfant qui connaît une fille. Bien sûr que oui, qu'elle est jolie, oh comme elle est jolie, jolie comme tu es, comme elle doit l'être aussi, la mère qui t'a donné le jour, cheveux noirs, les yeux clairs, de longs cils, lèvres rouges, le front haut, le teint frais, les lobes bien charnus. C'est sûr qu'elle est vertueuse. Elle reprend la lecture de la lettre. 처녀의 생년, 생월, 생시 다 적어보내오니 Je vous envoie l'année, le mois et l'heure de sa naissance, 어머니께서 우리 두 사람 궁합 좀 보시오. afin que vous puissiez juger, chère mère, de l'harmonie de notre couple. Voyons voir. C'est ça. Elle est née sous le signe du rat. 자, Rat, 추, bœuf, 인, tigre, 묘, lapin, 진, dragon, 사, serpent, 오, cheval, 미, mouton, 신, singe, 뉴, coq, 슬, chien, 해. cochon. Son visage s'assombrit. Cette jeune fille est sous le signe du feu. Mon enfant, lui, est sous le signe du bois. Le bois avec le feu, ça ne donne que des cendres. Tous les deux, vous allez vous débattre dans des cycles en opposition. Les forces entre vous, elles finiront toujours par s'annuler. Je le sais. C'était déjà comme ça entre ton père et moi. Au loin, pleure une pie. La nuit suivante, j'ai fait un cauchemar atroce. Je ne sais pas ce que je fichais là. Mais bon, j'étais toute seule en face d'un puits. Peut-être bien que je voulais remplir mon baquet. Et voilà que je me penche comme ça pour puiser de l'eau. Elle enlève la longue aiguille qui maintenait ses cheveux en chignon pour illustrer ses paroles. Celle-là, je ne sais pas comment elle est tombée, mais elle est tombée. J'ai entendu le bruit dans l'eau. Elle laisse tomber l'aiguille dans le baquet. L'aiguille, je vois bien qu'elle est dans le fond du baquet, mais impossible de la saisir. Je veux dire, il est absolument certain qu'elle se trouve là. Et dès que je plonge la main, elle n'y est plus. Sa main ondule dans l'eau du baquet comme si elle pêchait des plantes aquatiques. Si ça s'était passé dans le monde pour de vrai, comment je leur ai balancé le baquet et la flotte avec? Mais là, sans doute parce que c'était un rêve. J'ai commencé à enfoncer ma tête dans l'eau du baquet. C'était comme si je plongeais. L'eau était devenue si profonde. Dis Brasse, qu'est-ce que je dis? Au moins 20 brasses. Voilà, dans une pièce aussi chamanique, il n'est pas étonnant que l'eau du baquet ait réussi à éteindre les incendie. Par la fin. Elle redresse les deux poupées enveloppées dans le chemin de soie et tourne lentement avec elle autour du général céleste, comme si elle portait un palanquin de deuil. Elle déplore à pleine voix. Non.
Franchissons. Où passer? Franchissons et passons. Ô misère. Chère églantine des dunes blanches, ne pleurez pas, car vous aussi, vous fanerez. Franchisse, que franchisse, franchissons. Où passer? Franchissons et passons. Ô misère. Printemps prochain, au mois de mars, refleurirait nouvelles fleurs, alors que nous, pauvres humains, une fois morts, il est bien dur d'en revenir. Franchisse, que franchisse, franchissons, où passer, franchissons et passons, ô misère. Ne t'en va pas. Ma chère vie s'en va aussi. Franchisse, que franchisse, franchissons, où passer, franchissons.
아니고 찾아오면 오래 살아야 되겠다. 예, 글쎄, 그냥 이게 여러분의 소중한 시간을 뺏어야 될지 모를 정도의 부분을 보면 좋습니다. 이 선생님이 애를 쓰시고 여러분들이 애를 쓰셔가지고 지금 자리가 마련됐습니다. 우선 이 작품, 세 개의 작품을 했는데 그 작품을 쓰게 된 뒤를 잠깐 얘기하는 것이 아마 도움이 되지 않을까. Peut-être que vous avez entendu les 3 textes là maintenant, que c'est bien peut-être que je vous raconte un petit peu comment j'ai écrit ces 3 pièces. 초금이라는 작품은 한국이 1945년에 이를테면 해방이 됩니다. 일본의 식민지로부터 해방이 돼가지고 La Corée, il y avait la libération après l'occupation japonaise qui a duré 36 ans. C'était l'année 1945, la Corée a été libérée. 47년에 그러니까 해방이 되고 3년 채 뭐가 됐는가 싶을 정도로 아직 정신을 차리지 못할 때 제주도에서 4.3 사태가 벌어지는데 Après la libération, déjà 3 ans après la libération, que dans l'île de Jeju, qui est située entre le Japon et la Corée au sud, et il y avait encore un peu de guerre civile. 당시 제주도라는 그 섬에 한국이 남단에 있는 섬인데 이 섬의 도민이 60만 정도였어요. 근데 거기서 15만, 그러니까 4명 중에 1명이 죽습니다. Déjà dans cette guerre civile, il y avait 1 sur 4 était mort, donc il y en avait beaucoup de morts. 한라산이라는 게 있는데 산을 아시죠? 공산주의하고 그다음에 해안에서부터 10km 그 내에 민주주의하고. Déjà, il y avait 2 partis communistes et non communistes se confronter. 그 사이에 마을들은 낮에는 태극기, 저녁에는 entre ces partis, ces 2 partis contre. 인민공화국기가 휘날리는 그런 세월을 보내면서 그렇게 많은 도민이 뭐가 뭔지도 모르면서 죽어가야 됐던 그런 얘기를 그 원심력, 떠나려고 하는 마음과 구심력, 잡아내려고 하는 마음. Donc, je fais un petit résumé de cette histoire historique et qu'il y avait les habitants sans savoir, sans faire partie ni communiste ni démocratie, tout cela, sans savoir qu'ils ne pouvaient ni partir ni rester. C'était un peu coincé dans cette situation. C'est ça que je voulais un peu écrire, raconter ces gens-là, ce peuple. 민주주의, 공산주의 이 이데올로기가 아닌 어떤 것이 새로운 것이 있어야만 되지 않겠는가 그런 얘기를 아마 압축했다고 생각합니다. Donc c'était le texte 그런 게 배경이 premier, s'appelle Tertre. Donc il s'agit beaucoup de la situation idéologique en Corée à l'époque. Donc ça a commencé de là. 두 번째 자전거도 또 뭐 역시 뭐 이데올로기하고 만나는 얘기인데. Aussi ça rejoint à cette question idéologique. 우리 이를테면 그 군단이 한 군에서 이게 뭐 행정적으로 얘기하자면 아마
그 도 다음에 이제 군이라는 그 단위에서 127명의 이를테면은 교장 선생님, 무슨 한의사, 이를테면 그 군에서 약간 그 지주에 속하는 조금 있는 속에 속하는 사람들이 이를테면은 그 등기소라는 그 면사무소 사무소 안에 127명이 갇혀 있다가 북한의 인민군이 떠나면서 거기에 불을 질렀기 때문에 127명이 한꺼번에 죽는 그런 일이 있었다고. Donc il y a 1950년 9월. C'était donc pour la bicyclette, la situation initiale. Donc c'était juste avec la déclaration de la guerre qui avait lieu, c'était en 1950, donc précisément septembre 1950. Donc c'était vraie histoire et que dans une petite région, après la partie communiste, et il y avait des habitants qui étaient prisonniers un peu, coincés dans le bâtiment de la mairie, et ils étaient morts parce que les militaires communistes avaient mis le feu dedans et ils sont partis. Et les habitants étaient coincés dedans et morts. Donc on a retrouvé 127 morts à l'époque. Donc l'histoire de la bicyclette commence de cette petite histoire. 그것이 그런 비극적인 그러니까 나라 한 민족이 서로 형제간에 이렇게 참혹한 일을 저질러야만 했던 그런 일이 사실은 지금도 그 DMZ에 의해서 두 개의 분단된 나라로 지금 남아 있는데 제가 이걸 쓸 때도 73년입니다. 73년에 쓸 때도 물론 J'ai écrit la bicyclette en 73, mais encore la situation divisée Corée du Nord, Corée du Sud reste le même qu'aujourd'hui. 그것이 천형이다. 천형이라는 것은 자기가 바라지 않았는데 하늘로부터 주어진 형벌이라고 생각이 들죠. 그 한센병이라는 게 운동병 그 일가족의 비극하고 병행시킴으로써 그것이 끝난 것이 아니라 지금 현재 진행형이라고 얘기를 하고 싶었죠. C'est-à-dire l'histoire, le micro-histoire, macro-histoire. Histoire, ça reste 하늘이 내린 이 형벌로부터 벗어나려는 le ciel qui nous punit, on est puni. 처녀의 노력 그리고 이 부친이 그 불 속에서 죽었기 때문에 뭔가 그렇게 죽이게 만들었다고 생각하는 그 부친의 동생뻘이 있는데 그 사람이 내내 지고 있는 이 무거운 짐 이걸 어떻게 덜을 수 있을지 그 두 개가 그날 밤에 덜게끔 어떻게든지 만날 수는 없을까? 그걸 더는 데까지 만들 수는 없을까 하는 것이 자전거라는 작품을 쓰게 됩니다. Donc, il y a des fardeurs sur le dos des deux frères qui se sont séparés à leur issue, c'est pas leur volonté. Et comment on peut voir ça, ces fardeurs qui sont tombés comme une punition du ciel? Je n'ai pas la réponse, mais je vais voir ça dans le texte de la bicyclette. 마지막에 이제 엄밀한 작품도 사실 무관하지 않아요. 참 이상한 어떻게 작품 세계가 다 그렇게 꿰졌는데 제가 6.25라는 우리로 쓴 참극이죠. 그 참극을 잘 나타내는 사진 중에 두 개가 저는 아주 명확하게 잘 얘기를 하고 있다고 생각하는 두 개의 사진이 있습니다. Il y a des images de photos qui m'ont marqué lors de la guerre de Corée.
J'ai 12 photos dans ma tête par rapport à la guerre de Corée. 그때는 이제 그 지리산 때문에 지리산 근처에서 이제 아직 그 3년 동안이나 계속된 빨치산과의 경찰관과의 이뭐 제주도 사태나 마찬가지로 밤낮으로 이 주인공이 바뀌는 그런 상황 중에서 이 전화선이라고 해서 비피선이라고 하는데 그걸로 쭉 이게 민간인들을 두루미끼듯 조기 두루미끼듯 쭉쭉 이렇게 해가지고 갖다가 이제 한꺼번에 이제 죽여버리고. 그러니까 il y avait des partisans communistes qui restaient dans des montagnes, se cachaient, camouflaient tout ça. Et de temps en temps, ils descendaient où il y a des habitants qui montaient comme ça dans les montagnes et ils prenaient comme un otage ou les tuaient. Ligotés avec les lignes téléphoniques de téléphone. Donc il y a plusieurs manières de les tuer. Donc parmi les morts tués par les partisans communistes, il y a une femme qui a retrouvé le cadavre de son mari. Alors, et puis elle était enchantée de retrouver le corps de son mari et elle est enchantée du fait de retrouver le corps de son mari. Une autre image en photo avec un jeune soldat. Il y a des partisans ici, de ce côté. Jeune soldat de ce côté. Il y a des cadavres encore partout. Et lui, ce jeune soldat, à son tour, il sera. Alors. Il y a un journaliste, en regardant ça, voulait prendre une photo. Le jeune soldat. Pour être prise par la photo, il souriait comme ça. C'est ça, cette photo qui m'a marqué. 한국은 지금 청년으로 태어난 이상 군대를 갔다 와야 돼요. Corée, le service militaire est encore obligatoire. Une fois qu'on est né en tant qu'homme, il faut le faire. 젊은 사람들이 집단들이 있으니까 여러 가지 일이 벌어지죠. 그런데 que les jeunes garçons entrent pendant maintenant 20 mois, il faut faire le service. Il y a beaucoup d'histoires entre. 서울대학교 뭐 어느 나라도 그렇겠지만 좋은 학교 다니는 친구는 약간 시샘을 받기 마련이에요. 이게 연애 편지가 왔는데 이걸 가지고 막 놀렸어요. Un petit soldat qui a reçu une petite lettre d'amour et les autres ont se moqué de lui. 다 군대 가서 더 남자다워져 나오다고 그러는데 이 친구는 조금 이제 뭐랄까 좀 여린 Mais ce jeune soldat, c'était quelqu'un très timide, un garçon très timide. 못 견디고 총을 Son 갖다가 cri était très humiliant pour lui. Donc du coup, ce jeune 놀린 위에 그 병장들을 이제 쐈죠. avait pris le 우발적인데 fusillé. 많은 지식인들이 살리려고 애를 썼는데 결국 그 하극상 뭐 군대는 이 룰 없이는 안 되니까 결국 사형을 당했어요. 수색이라는 militaire est très sévère, donc 그 사형 집행하는 데가 있습니다. 수색에. 그러니까 서울역에서 조금 그 위에죠. 그러고 나서 한 보름 뒤에 그 어머니 되신, 그러니까 외아들이에요. 어머니 되시는 분이 그 서울역에 il a fini par être pendu.
성령 그저 연천교 딸이가 있는데 벌써 뛰어내렸어요. 그래서 아들 따라 갔거든요. S'est jeté après avoir reçu ces nouvelles de la mort de son fils et s'est jeté sur le rail funéraire. Et comme ça, 저는 그렇게 생각 안 합니다. 그 어머니가 그렇게 가는 어머니가 아니에요. 우리 어머니들은 그러지 않습니다. 그 죽은 아이를 장사까지 지내는 그게 숨이 긴. C'était notre mère. 제 할머니가 계셨는데. Pour le fils qui était mort sans être marié, tout ça, on ne pouvait pas le laisser partir comme ça, donc il fallait faire un mariage funéraire. 전쟁 중에 삼형제를 다 잃으셨어요. 삼형제를 잃으셨는데 가끔 이렇게 제가 이제 좀 속을 세게 하죠. Pendant la guerre, avait perdu les 3 frères. 속을 세게 하면 야 이놈의 자식아, 내가 이렇게 걸어다니니까 산 사람 같으냐? 내가 껍데기만 이러고 다녀. 속은 없어 다 녹았어 이놈아. Tu me vois vivante, en santé? Non, non, c'est l'apparence. Moi, à l'intérieur, je suis complètement vidée, perdue. 속이 다 녹아서 없어졌지만 절대 이렇게 몸을 던지는 그런 할머니가 아니었어요. 그러니까 우리의 어머니들은 이게 삼종이라고 있습니다. 삼종 다 아시지만 부모님 모시고 서방님 모시고 자식을 모시고 이게 삼종이에요. 거기까지 해야 돼요. 그러니까 en tant que femme coréenne, il fallait d'abord subir, respecter, être obéie, être soumise d'abord à son père, homme, après à son mari, homme, et après à son fils, homme, en tant que femme coréenne. 어쩌면 다 녹아서 없다고 말씀하시는 껍데기만 걸어다니는 그 속, 비어버린 그 속을 어떻게 채워드려야 되지 않을까 하는 그런 마음이 그 어미를 쓰게 했는지도 모르겠습니다. Donc pour ma mère, pour notre mère, toujours qui sont dévoués à la vie des autres, et je voulais un petit peu donner quelques âmes pour ma mère et pour notre mère. Et c'était avec ce texte de la mère. 지금 세 개 작품이 70년대, Tous les 3 textes que vous avez entendus, c'était dans les années 70 que j'avais écrit, tous les 3. 뭐 아직 전쟁의 상흔이랄까 상처가 아직도 생생하게. Depuis jusqu'à maintenant, 저 안에는 toutes les traces depuis la guerre, ça reste. 그리고 또 저희가 Tous les blessures DNA를 저렇게 끼고 살아가고 있어요. Il y a la zone démilitarisée qui reste entre Corée du Nord et Corée du Sud. 사실 이 베를린 장벽이 무너졌을 때 저희 DMZ도 아마 5년이나 10년 안에는 뭐 사라지지 Lors de la 않습니다. chute du mur de Berlin, on souhaitait aussi que cette zone démilitarisée disparaisse. 그로부터 23년이 지났는데 사실은 지금 굉장히 더 나쁜 상태에 와 있습니다. Mais la situation 이것을 ne s'est pas 화해로까지 améliorée. 가려면은 사실은 이 젊은 친구들이 과연 47년에 제주도에서 어떤 일이 벌어졌는지, 50년에 어떤 일이 벌어졌는지, 또 우리 할머니 어머니들의 자궁의 힘은 얼마나 힘이 센지 이런 거를 잘 헤아려서 지혜를 좀 뭐 이 나이 먹은 사람들 중에 저걸 이제 죄만 짓고 가는데 젊은 친구들한테는 알려줘야 되는 것도 만 나이 먹은 사람으로서 또 의무가 아닌가 싶어가지고 아마 이게 좀 En tant qu'auteur, en tant que metteur en scène qui a commencé un petit peu avant vous, surtout nous, plus jeunes, que
ce serait bien de connaître un peu notre histoire, dans quel contexte on se situe maintenant pour continuer à faire le théâtre. C'était un petit mot que je voulais vous donner. 그것보다 이렇게 새삼 제가 다시 태어나는 것 같은데 별로 거시하지 않은 작품을 Celui-là, c'est comme si je suis rené, c'est une renaissance, je sens comme ça ici avec vous. 예, 제가 보답을 하기 위해서라도 정말 좋은 작품을 한번 와서 할 수 Pour 있도록 vous 노력을 해야 remercier à cette conférence, à ce qui se passe aujourd'hui, et je vais continuer à faire du théâtre avec une bonne mise en scène encore meilleure, encore meilleure. C'était tout d'un coup, ça devient un coup de théâtre, que c'était pas prévu de faire ça. Et on avait prévu des questions, une discussion, tout cela, mais c'est bien qu'on a un metteur en scène, un directeur, comme mon père, qui est là, présent, sa présence même pour moi personnellement, et ici c'est une émotion vivante. Non. Et puis c'était à l'occasion de spectacle La Mer qu'on est venu jusqu'ici. Ça a commencé depuis 1 an et demi avec ce texte. Et pour venir jusqu'ici, nous avons été soutenus par les 3 coproducteurs. Il y avait 3 coproductions. Déjà, donc, je remercie, pour terminer, je remercie à ces 3 personnes qui sont présentes ici. Déjà, M. Jean-Philippe Mazia, qui nous a soutenus dès le début, mené jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci. Et M. Pierre, le directeur de théâtre de Chaumont, est présent. Merci beaucoup. On continue avec lui l'année prochaine, avec le spectacle de La Mer. Et monsieur le directeur du Centre culturel coréen qui est présent, un grand soutien, une coproduction jusqu'à la fin, jusqu'à Hotel et jusqu'ici. Merci beaucoup, comme ça, Mila. Voilà, je vais donc conclure. C'est vrai qu'on ne va peut-être pas embêter M. Otesok avec des questions, des questions-réponses. C'est vrai que c'est lui le dramaturge, c'est lui qui gère l'espace de la soirée. Mais je voulais remercier aussi le directeur du centre culturel qui s'occupe non seulement des esprits, mais aussi des corps, puisque nous allons avoir buffet convivial à partager et nous pourrons continuer à discuter avec vous, répondre à vos questions. Si vous osez, les Coréens pourront s'adresser directement à Sun Seung-nim pour poser des questions, et sinon on est à votre disposition pour vous parler. Je voulais juste vous signaler qu'à propos justement de cette mère de Otesok, Omi, ce spectacle, ceux qui ont eu la chance de le voir à Hôtel et ceux qui le verront l'année prochaine dans cette grande tournée qui se monte en français, pourront, s'ils viennent à Avignon cette année, voir Omi mis en scène en coréen par la compagnie Ipche de Lee Jong-il, avec une incroyable comédienne coréenne, et vous verrez, vous avez senti la différence, le travail des corps entre une lecture où on est tous derrière les pupitres, où on lit ça comme un poème, et ce que font les comédiens de Otesok avec leur corps qui est absolument stupéfiant, et leur voix. Je pense que vous avez vu lui-même en 10 secondes à quel point il nous met en scène un drame entier. C'est absolument stupéfiant ces techniques-là. Donc vous pourrez comparer la version de Omi en coréen surtitré, donc à Avignon cet été, et puis l'année prochaine le voir en français, et puis peut-être un jour s'accomplira notre rêve que dans la même soirée on puisse avoir Omi en français
et ensuite en coréen, et vous n'aurez même plus besoin des surtitres. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux ce soir.